Avant de devenir musulmane, la Sicile faisait partie de l'Empire romain d'Orient, une entité politique que les historiens allaient plus tard surnommer l'Empire byzantin. Depuis des siècles, l'Empire byzantin était sur le déclin, lui qui fut pendant son âge d'or l'une des nations les plus puissantes du monde. La Sicile représentait l'un de ses derniers bastions en Occident, et c'était un lieu stratégique qui n'avait pas l'intention d'abandonner sans combattre. Quelques tentatives de conquête furent menées par les musulmans des siècles passés, mais aucune n'avait été un succès sur le long terme. Cependant, dans la première partie du 9e siècle après Jésus-Christ, au 3e siècle de l'ère musulmane, une opportunité était sur le point de s'ouvrir. L'homme qui allait faciliter la conquête musulmane était un général sicilien du nom de Euphémius. Euphémius avait toutes les vertus d'un bon général. Il était habile, agressif quand il fallait l'être, et il était aimé de ses soldats. Il s'était par le passé illustré en dirigeant des opérations de pillage sur les côtes du Maghreb oriental, faisant ainsi la preuve de sa compétence en tant que guerrier. Il était un atout précieux au service de l'Empire byzantin. Cependant, certains événements allaient le pousser à devenir un rebelle. Les raisons exactes de sa rébellion sont incertaines. Il a été dit qu'il avait forcé une nonne du nom de Omonitza à l'épouser, et qu'en représailles, l'empereur de Byzance avait ordonné qu'il soit démis de ses fonctions et que son nez soit coupé, le forçant ainsi à prendre les armes pour protéger son statut et son nez. Selon une autre version, Omonitza n'était pas une nonne et Euphémius s'était fiancé avec elle de façon légitime. Mais le gouverneur de Sicile d'alors, qui était un corrompu, avait rompu leurs fiançailles et donné la main d'Omonitza à un autre, ce qui aurait poussé Euphémius à se rebeller. Évidemment, il se peut qu'il s'agisse là d'une fabrication de l'historiographie et que Euphémius ait simplement été un ambitieux qui entendait s'élever au-dessus de sa position sociale. Et en effet, il était ambitieux, car ses intentions n'étaient pas simplement de prendre le pouvoir en Sicile, mais d'être lui-même reconnu empereur. Il fut soutenu dans son entreprise par les hommes qu'il avait sous son commandement, mais il finit par être trahi par l'un de ses alliés et fut contraint de quitter la Sicile avec ce qui lui restait de soldats. Cependant, Euphémius n'avait pas dit son dernier mot, et bien qu'il avait été vaincu, il entendait revenir en Sicile en position de force. Il s'exila donc au Maghreb et alla plaider sa cause auprès de ceux qui furent auparavant ses ennemis mortels. À l'époque, le Maghreb oriental, que l'on appelait Ifriqiya, était dirigé par la dynastie arabe des Zarlabides, elle-même étant vassale du califat abbasside. Euphémius plaida sa cause devant Ziyadat-Allah, le gouverneur d'Ifriqiya. Il lui demanda un soutien militaire pour conquérir la Sicile, en échange de quoi il gouvernerait l'île en son nom, tout en versant un tribut annuel aux Zarlabides. Pour le gouverneur d'Ifriqiya, c'était une opportunité à saisir. Son territoire était en proie à de diverses tensions, ses relations avec les troupes arabes, bien qu'il fût arabe lui-même, étaient très mauvaises, et enfin son administration était critiquée par les théologiens malékites, qui considéraient notamment son système de taxation comme contraire à l'orthodoxie islamique. Une guerre contre les chrétiens serait une bonne occasion non seulement de diriger une partie des tensions vers l'extérieur du territoire, mais aussi de s'afficher comme un champion de la cause islamique en augmentant le territoire du califat. Ziyadat-Allah n'était cependant pas certain de la décision à prendre, et son conseil était divisé. La question fut néanmoins tranchée lorsque l'un des hommes de son conseil parvint par son verbe à convaincre les autres. Il s'agissait d'un juge du nom de Asad ibn al-Furat, un théologien originaire de Mésopotamie qui avait par le passé eu l'honneur d'étudier auprès de l'imam Malik, celui-là même qui fonda l'école malékite de jurisprudence islamique. Ayant prôné l'expédition avec tant de verve, c'est à lui que fut confié le soin de la mener. Une armée d'environ 10 000 guerriers fut mise sous ses ordres, ainsi qu'une centaine de navires. Cette force se combina avec ce qui restait de l'armée du général Euphémius, et les hommes prirent la mer pour s'emparer de l'île de Sicile. La conquête fut longue et difficile, du fait à la fois des épidémies qui sévissaient sur place et des efforts des Byzantins pour maintenir leur domination sur l'île. Malgré ses succès initiaux, Assad mourut d'une maladie l'année ayant suivi le débarquement. Quant à Euphémius, il vit sa fin venir alors qu'il négociait la reddition de loyalistes byzantins. Ces derniers le considéraient comme un traître pour avoir fait venir l'armée maghrébine en Sicile, et il n'avait en réalité aucunement l'intention de se rendre. Au moment où Euphémius s'y attendait le moins, les loyalistes le maîtrisèrent et le poignardèrent jusqu'à ce que mort s'ensuive. La résistance byzantine fut donc farouche, cependant elle était insuffisante. En quelques années, les premières places fortes commencèrent à tomber, et au bout de plusieurs décennies supplémentaires, la conquête musulmane de la Sicile fut achevée.
La Sicile entra ainsi pour la troisième fois de son histoire dans la sphère d'influence maghrébine, la première fois ayant eu lieu quand à l'époque antique elle fut conquise par la République de Carthage, et la deuxième fois quand le royaume vandale du Maghreb en prit le contrôle. Après cette longue conquête, la Sicile passa près de 3 siècles sous domination islamique, au cours desquels elle fut dirigée par différentes dynasties, tantôt arabes, tantôt berbères. Au cours du temps, de nombreuses conversions à l'islam eurent lieu, si bien que lors de la chute de la Sicile islamique, près de la moitié de la population de l'île était musulmane. Une fois au pouvoir, les musulmans modernisèrent le système d'irrigation de l'île et introduisirent de nouveaux produits agricoles, tels l'oranger et le citronnier, qui étaient particulièrement bien adaptés au climat local. De nombreux bâtiments furent construits, et avec la prospérité, la population augmenta. Ainsi, la ville de Palerme, qui servait de capitale aux différentes dynasties musulmanes s'étant succédées en Sicile, comptait 350 000 habitants, ce qui en faisait l'une des villes les plus peuplées du monde, rivalisant à cet égard avec Cordoue et Constantinople. Cependant, cette prospérité n'allait pas durer. Après la grandeur vint la décadence, et après la décadence vint la chute. D'abord sous domination arabide, la Sicile passa sous domination fatimide lorsque ces derniers prirent le contrôle du Maghreb oriental. Puis, lorsque les Fatimides déplacèrent le cœur de leur empire du Maghreb vers l'Égypte, l'île fut en mesure de s'émanciper. Sur la fin de sa vie, la Sicile musulmane s'était séparée de la sphère d'influence maghrébine et avait perdu son unité politique, étant fragmentée entre plusieurs fiefs en rivalité permanente les uns avec les autres. L'un des gouverneurs de ces fiefs, se trouvant en difficulté lors d'une guerre contre l'un de ses voisins, il fit appel aux Normands, peuple chrétien d'origine scandinave, pour lui venir en aide. Cela permit à ces derniers de mettre un pied sur l'île, et une fois sur l'île, ils en entreprirent la conquête. Les musulmans de Sicile résistèrent, mais leur isolation politique et leur absence d'unité les rendaient trop faibles pour repousser leurs adversaires. Mettant leurs différends de côté, ils finirent par s'allier contre l'ennemi commun, mais il était déjà trop tard. Au bout de 30 ans de guerre, la Sicile musulmane fut vaincue, et sur les cendres de celle-ci s'éleva un nouveau royaume, un royaume chrétien gouverné par une aristocratie normande. Une partie des musulmans siciliens, refusant de vivre dans une nation non islamique, s'expatrièrent au Maghreb et s'assimilèrent dans la population maghrébine. Une autre partie choisit de demeurer malgré tout sur l'île qui les avait vus naître. Pendant quelques générations, la cohabitation se fit de façon harmonieuse. La tolérance religieuse, qui était de mise à l'époque où la Sicile était musulmane, avait été reprise par les nouveaux maîtres de l'île, et certains rois, tels que Roger le II et Guillaume le Bon, étaient connus pour faire preuve d'une particulière bienveillance envers leurs sujets musulmans. Pour autant, bien qu'ils fussent tolérants, les Normands n'étaient pas neutres, et dès le début de leur règne, ils firent des efforts actifs pour privilégier la religion catholique au détriment de la religion musulmane. Ainsi, ils firent s'installer des immigrants venus d'Italie et de France afin d'augmenter la proportion de chrétiens sur l'île, et un prosélytisme visant à désislamiser les musulmans fut mis en place. Il est bon de noter qu'avant l'arrivée des Normands, les chrétiens de Sicile étaient des orthodoxes, pas des catholiques. À ce titre, la politique migratoire et religieuse du nouveau royaume touchait les autochtones chrétiens tout autant qu'elle touchait les musulmans. Malgré les efforts des Normands cependant, une forte communauté musulmane continua d'exister en Sicile. Ces musulmans, issus de populations berbères, arabes et siciliennes, en plus de vivre en paix, étaient dominants sur le plan social. Nombreux étaient ceux qui occupaient des postes clés dans l'appareil d'État normand, et nombreux également étaient ceux qui avaient fait fortune grâce au commerce et à l'artisanat. Cependant, la paix ne dura pas. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, après la mort de Guillaume le Bon, qui s'était fait fort de protéger tous ses sujets, quelle que soit leur religion, des pogroms commencèrent à sévir contre la communauté musulmane. L'un des premiers à réagir à la nouvelle situation fut un noble musulman du nom de Mohammed ibn Hamoud, qui occupait un poste important dans l'appareil d'État normand, tout en jouant le rôle de leader de la communauté musulmane de l'île. Malgré sa position sociale importante et son grand pouvoir politique, il ressentait pleinement la douleur d'appartenir à une communauté faible. S'entretenant avec un voyageur musulman, il alla jusqu'à dire qu'il aimerait mieux être esclave en terre musulmane que de rester davantage en terre chrétienne, et ce, malgré sa position privilégiée. Cependant, Ibn Hamoud n'entendait pas s'exiler, il entendait plutôt œuvrer pour une réislamisation de la Sicile. À cette fin, il entra en contact avec le roi Saladin pour lui demander de faire la conquête de l'île, et il semble qu'il envoyait un message similaire au berbère Yaqub al-Mansour qui régnait à l'époque sur l'empire du Maghreb.
Cependant, ni le roi d'Égypte ni le roi du Maghreb ne répondirent positivement à son appel. Pire encore, sa conspiration fut révélée au grand jour. En représailles, l'une de ses peines fut la confiscation d'une immense partie de ses biens. On ignore s'il fut exécuté ou si l'influence dont il jouissait à l'intérieur du royaume lui permit d'échapper à la peine capitale. Toujours est-il qu'après ces événements, il disparaît des chroniques. La tentative d'Ibn Hamoud visant à inverser l'équilibre des forces entre musulmans et chrétiens échoua donc, et les persécutions ne cessèrent pas. Il faut encore attendre quelques dizaines d'années pour voir une nouvelle tentative de réislamisation prendre place. Mais cette fois, les musulmans n'allaient pas compter sur une force étrangère. Ils prirent les armes, s'organisèrent en milices et se réunirent autour d'un leader unique, dont le nom était Muhammad ibn Abad. Les rebelles musulmans remportèrent de nombreuses batailles et firent la conquête de nombreuses places fortes, ce qui permit à Ibn Abad de former un petit État indépendant, forgeant sa propre monnaie. Cependant, cet État fut de courte durée. Sans le soutien des puissances musulmanes voisines et faisant face à un appareil d'État efficace, les rebelles furent militairement vaincus. Et quelques années plus tard, la totalité des musulmans furent déportés hors de l'île, achevant ainsi la désislamisation de la Sicile. Cependant, même après le départ des musulmans de l'île, la trace laissée par 3 siècles de domination islamique était indélébile. Les systèmes d'agriculture introduits par les musulmans furent conservés, un nouveau type d'architecture typiquement sicilien, tenant à la fois de l'art musulman et de l'art chrétien se développa, de nombreux mots de la langue arabe pénétrèrent dans le parler sicilien, et le droit normand lui-même trouva quelques inspirations dans le droit islamique. La culture qui se développa ainsi fut qualifiée de culture arabo-normande, et ses traces sont encore visibles en Sicile jusqu'à ce jour, près d'un millénaire plus tard. Et voilà qui sera tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était intéressant. Si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et sur ce, je vous dis à la prochaine.